Bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'éco-conception et l'éco-design dans l'industrie spatiale. Donc, tenons à vous remercier pour votre intérêt d'une part dans la sustainability, qui est vraiment un enjeu important pour le spatial et pour notre société au sens large, avec des objectifs ambitieux de réduction des impacts environnementaux. Donc, typiquement, on doit réduire de 30% à l'horizon 2030 si on veut tenir les accords de Paris. Et ensuite, sur l'industrie spatiale, donc il y a pas mal de personnes de l'industrie spatiale avec nous aujourd'hui, et tant mieux. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas partie si vous n'avez pas d'expérience sur le spatial, il y a beaucoup de conclusions qui seront également tout à fait adaptables et pertinentes pour votre secteur également. Du coup, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir MySpace. Et juste avant de présenter MySpace, un mot sur IAC. Donc, on est un cabinet de conseil on aide nos clients et l'industrie à développer des produits compétitifs et décarbonés. Nous avons également fondé un institut de recherche qui a 4 axes, dont la sustainability. Donc, c'est un axe fort et on finance des thèses avec des acteurs industriels sur ces sujets-là. Et d'autre part, MySpace. Donc, on aura le plaisir d'avoir un témoignage de MySpace dans quelques minutes avec Loïs. Donc, MySpace est une spin-off d'Ariane Group et développe un lanceur réutilisable et éco-designé. Donc, qui permet d'avoir une approche beaucoup plus durable, qui est vraiment ancrée dans leur ADN. Donc, avec vous aujourd'hui, moi-même, donc Renaud Durand, donc je suis partenaire chez IAC et je m'occupe du secteur spatial, aérospatial en particulier. Nous avons le plaisir également d'avoir mon collègue Quentin qui s'occupe de l'axe sustainability au sein de notre institut de recherche. Et pour finir, nous aurons Loïs Miro qui est responsable de l'environnement et de l'ingénierie des coûts au sein de MySpace et qui pourra nous partager concrètement ce que fait MySpace pour relever ces défis. Donc, pour se motiver dès le début, on vous propose une petite question. La question est la suivante. D'après vous, quel est le bénéfice d'avoir un lanceur réutilisable comme MySpace par rapport aux fusées qui sont non réutilisables, comme Ariane 5, par exemple? Donc, je vous invite à mettre quelques réponses dans le chat. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il faut se mettre un peu dans le bain. Donc, on parle bien d'environnement, des bénéfices environnementaux. Donc, les cost savings peuvent en être un. Effectivement, les étages bas consomment beaucoup plus de coûts. Eh bien, nous avons de bonnes réponses de Nicolas et de William. En effet, le fait de réutiliser, on réduit beaucoup tout ce qui est matière première. Donc ça, c'est un avantage qui consomme donc beaucoup d'énergie et également beaucoup de matière qui est prélevée dans le sol. Donc on Je réduit les complète, déchets. Renaud? Pardon? Je complète Oui, vas-y. pour la réponse. Voilà, je vois qu'il y a effectivement des bonnes idées dans le chat. Donc, c'est une question qui revient très souvent et l'argument de la réutilisation comme facteur de réduction d'impact, il est utilisé par à peu près tous les acteurs qui font de la réutilisation aujourd'hui. Donc, ça semble légitime. Et on se dit, oui, réutiliser, ça veut dire moins produire, donc réduire les impacts. Alors, en réalité, la question est assez complexe. Et chez MySpace, on a été les premiers à faire une analyse environnementale là-dessus. Donc il y a plusieurs effets, en réalité, qui vont jouer dans des sens opposés. Donc effectivement,
On réutilise, donc ça veut dire moins de production et donc une empreinte environnementale associée qui est réduite. Mais on va aussi avoir des systèmes, additionnels pour la récupération. Donc par exemple, on va avoir des lampes d'atterrissage et on va aussi avoir des phases de vie additionnelles dans le cycle de vie, du lanceur. Donc on va aussi devoir récupérer, l'étage en mer, par exemple. Donc avec des bateaux qui vont devoir tracter une barge, donc émettre aussi, consommer des ressources et polluer. Donc il y a encore de l'incertitude, mais le bilan, c'est que du point de vue de l'impact sur le climat, bah, en fait, l'effet est quasi neutre. Il y a peu, voire pas d'effet bénéfique. Mais par contre, on a une réduction qui est significative sur l'impact sur les ressources. Donc de l'ordre de 20 à 30 de réduction. Voilà et donc l'appréhension de cette complexité et le sérieux dans l'analyse des impacts, on va le voir, c'est le cœur de notre démarche, hein, comme on l'illustre avec, voilà, la compréhension de l'impact, de la réutilisation. Ça soulève également le point de qu'est-ce qu'on mesure dans l'éco-design. Donc, évidemment, pas que le CO2. Très bien. Eh ben, on peut avancer donc, du coup, sur de quoi on va parler aujourd'hui un peu plus, maintenant qu'on s'est mis dans le sujet. Donc, tout d'abord, pourquoi l'industrie spatiale et ses industriels devraient s'attaquer maintenant à l'éco-design? Ça serait un premier point. Deuxièmement, au-delà des bonnes intentions de faire l'éco-design, il y a des challenges et des défis à relever. Quels sont-ils et comment les adresser? Soit la partie de la deuxième partie avec un témoignage de MySpace sur vraiment pratiquement comment MySpace adresse ces challenges au jour le jour. Pour le relais. Merci, Quentin? merci Renaud pour l'introduction. Donc pourquoi les industriels du secteur du spatial doivent agir dès maintenant pour implémenter l'éco-conception? C'est important de répondre à cette question pour en être convaincu soi-même et pour derrière pouvoir aller porter les bons arguments auprès des institutions, de son entreprise pour faire avancer ce sujet-là. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on regarde uniquement le CO2 et son potentiel de réchauffement, qui est l'indicateur qu'on regarde principalement depuis plusieurs années, toutes industries confondues. Si on se contente de ça, ce qu'on voit, c'est une empreinte qui est finalement assez réduite. Les émissions de CO2 du spatial, aujourd'hui, c'est 0,5% de celles de l'aviation, secteur de l'aviation qui lui-même représente 3% des émissions de CO2 de l'humanité. Si on traduit ça, si on traduit l'impact du spatial en termes de potentiel de réchauffement, là, on se rend compte qu'on arrive à 10% de l'aviation, qui, elle, représente 5% de la globalité de l'activité humaine. Donc on arrive sur du 0,5%, ce qui est déjà un peu plus significatif, mais toujours pas non plus monstrueux. Alors on note que le principal driver de ce potentiel de réchauffement, ça va pas être le CO2, c'est aussi pour ça que c'est quelque part invisible. C'est principalement les autres particules qu'on émet et notamment à haute altitude. Donc 0,5% de l'impact global de l'humanité pour un secteur qui reste tout de même, qui est appelé à croître exponentiellement. En termes de taille de marché, on parle de x3 en 2 décennies, et en nombre de satellites, ça veut dire du x4 d'ici 2030. Le message ici, c'est si on regarde ça par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le CO2, effectivement, on voit une pointe, un côté immergé de l'iceberg qui n'est pas très grand. Néanmoins, le secteur spatial a d'autres impacts qui, eux, sont beaucoup plus importants. Le premier, le premier d'entre eux, ça va être la déplétion de la couche d'ozone. Alors, on fait la comparaison ici avec le climate change. Si on se projette à 2040, le spatial, c'est 5% de l'impact global de l'humanité sur la déplétion de la couche d'ozone. Donc, on est sur un secteur qui contribue à lui seul à 5% de l'impact global. C'est énorme. Et ça, c'est uniquement si on regarde les impacts qu'on a déjà l'habitude de tracer au travers de toutes les autres industries. Ce qu'on peut noter pour le spatial, c'est qu'en plus, il y a des impacts qui sont spécifiques à ce secteur et qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender autrement. Deux de ceux-là qui sont indiqués sur la partie droite de cette slide. Le premier, ce sont les débris spatiaux qui viennent mettre en danger l'industrie elle-même.
Alors là, on donne quelques ordres de grandeur. Un débris spatial, c'est en taille entre 1 mm et une balle de tennis. Ça va à 15 fois la vitesse d'une balle de revolver. Et ça a tendance à provoquer ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Donc dès qu'il y a une collision, ça provoque une réaction en chaîne et de multiples collisions derrière. Donc un impact qui représente un danger pour l'industrie elle-même. Le deuxième impact spécifique à ce secteur-là, c'est la pollution lumineuse. D'ici 2040, on prévoit qu'il y ait 2 fois moins d'étoiles visibles dans notre ciel. Et donc ça met en danger aussi une des missions principales de l'industrie spatiale, qui est d'apporter à l'humanité plus de compréhension sur les lois, les règles qui régissent notre univers. Dernier argument, le changement climatique, auquel participe le secteur spatial, met en danger l'industrie elle-même dans son ensemble. Alors on le voit sur 3 points. Le premier, c'est qu'on est sur un secteur qui reste très dépendant de matériaux, process spécifiques, notamment de terres rares, qui, on le sait aujourd'hui, sont extraites et transformées dans des pays qui ont un quasi-monopole dessus. Donc on parle de la Chine qui possède 98 des étapes de transformation, extraction des terres rares, et une industrie aussi qui peut se baser sur très peu de substituts à l'heure actuelle, et des substituts qui prendront un certain temps à se développer. Le deuxième ordre de grandeur, qui est quand même assez impressionnant à retenir, c'est la montée des eaux. La montée des eaux, aujourd'hui, ça met en danger les 2/3 des infrastructures de la NASA. Et la montée des eaux est directement due au réchauffement climatique, auquel participe l'industrie spatiale elle-même. Et enfin, le troisième point à retenir, toujours pour mettre en avant ce cercle vicieux dont il faut essayer de se sortir au maximum, c'est l'émergence et la multiplication des conflits. L'industrie spatiale, c'est un taux de globalisation moyen de à peu près 95%. Donc ça veut dire que pour une entreprise qui travaille dans le spatial, elle va, si on regarde au niveau des achats, 95% de ceux-ci sont effectués hors du territoire où est située cette entreprise. Et donc on voit bien qu'on est dans un cercle où finalement on a un changement environnemental qui vient provoquer une multiplication des conflits, puisqu'il y a une raréfaction des ressources, à la fois en matières premières et ressources énergétiques, et donc multiplication des conflits qui vient limiter l'accès à la fois aux ressources de matière et d'énergie, mais aussi aux progrès technologiques dans un secteur où, historiquement, les progrès technologiques sont atteints, au travers de collaborations importantes entre les pays. Donc en résumé, on a d'un côté un risque environnemental induit par l'industrie qui est très élevé. Un réchauffement climatique qui est pourtant pour l'instant relativement réduit, mais qui est appelé à croître, des impacts spécifiques au secteur, et une industrie qui est elle-même mise en danger par le propre impact qu'elle génère. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas attendre. Alors pourquoi ça? Donc là, je vous ai mis une petite illustration avec grosse maille, les plannings à la fois de développement, mais aussi les durées de vie des programmes de quelques programmes clés. Ariane 5, Ariane 6, Maya Space. Il y a 2 choses à retenir, c'est que les solutions qui sont développées aujourd'hui, quand on prend en compte le temps de développement, elles commenceront à avoir un impact significatif que d'ici 2035. Et l'autre point, c'est que les choix de design qu'on fait à un instant donné auront, à la fin du développement, un impact pendant à peu près une vingtaine d'années. Donc les choix d'éco-conception qu'on fait aujourd'hui, s'ils sont faux, et il y a des chances qu'ils le soient puisque c'est le tout début de l'éco-conception dans le spatial, ils auront un impact qui n'est pas forcément aussi fort que celui escompté durant les décennies à venir. En résumé, un risque environnemental très élevé, on ne peut pas attendre. Les industriels du secteur du spatial doivent attaquer dès aujourd'hui l'éco-conception. Alors une rapide transition avant de laisser la main à Loïs, pour dire que après ces messages alarmistes, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les drivers et les leviers principaux qui régissent l'éco-conception dans le spatial. Si on regarde les 3 segments qui découpent habituellement ce secteur, donc ce qui se passe au sol, le lancement, le space,
On sait qu'au sol, il faut aller travailler principalement sur la réduction de la consommation d'énergie et la fabrication des équipements pour réduire leurs impacts. Au niveau du lancement, c'est plutôt aller travailler sur les types de carburant et leur fabrication. Sur le space, là, c'est 2 points. C'est aller travailler sur la production des composants. Ça, c'est le premier point. Donc, par exemple, aller trouver des technologies de panneaux solaires qui permettent de réduire l'intensité en matières premières et en matériaux critiques. Et le deuxième point, c'est travailler sur des moyens de propulsion qui soient eux-mêmes plus durables. Loïs, à toi. Merci Quentin. Donc maintenant, nous allons voir d'abord quels sont les challenges spécifiques à l'industrie spatiale en ce qui concerne l'éco-conception. Et ensuite, on verra plus précisément qu'est-ce que fait Maya Space et comment est-ce qu'on implémente ça au quotidien. Donc voilà, je voulais d'abord mettre en évidence le fait qu'il y avait deux challenges majeurs qui étaient liés à des spécificités de l'industrie spatiale pour implémenter l'éco-conception. Alors, si je regarde le cycle de vie d'une mission spatiale, je vais avoir des phases de vie qui sont communes à d'autres industries. Donc on va forcément extraire des matières premières, transformer ces matériaux, et ensuite on va avoir des phases de conception et de production. Donc ça, c'est assez standard par rapport à d'autres industries. Par contre, on a déjà des spécificités là qui font que l'évaluation des impacts et donc leur réduction va être un peu plus difficile. Donc, il y a d'abord le fait qu'on utilise des matériaux et procédés très spécifiques, un petit peu exotiques, qui ne sont pas utilisés dans d'autres industries, ou peu. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait une analyse environnementale, normalement on utilise des bases de données euh, qui contiennent des impacts de matériaux et procédés génériques. Malheureusement, ces bases de données ne contiennent pas aujourd'hui les matériaux et procédés qui sont largement utilisés dans l'industrie spatiale. Et donc ça veut dire que l'industrie doit se développer elle-même une base de données. Euh, Ça en partant de zéro, puisque ça n'a pas été fait par le passé, et qu'on commence tout juste à faire de l'éco-conception. Donc il y a eu un effort qui a été mené par l'Agence spatiale européenne dans ce sens, donc il y a une base de données qui existe. Euh, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et donc ça limite aujourd'hui la disponibilité de la donnée pour faire des analyses. Ensuite, on a aussi donc des volumes de production qui sont très faibles et des cycles de développement, on l'a dit, qui sont très très longs. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait un choix de conception, eh bien si on veut plus tard, plus tard on trouve une solution qui est plus vertueuse, eh bien c'est très compliqué de faire un changement, puisque en général les designs ils sont qualifiés et si on veut les changer, ça peut prendre du temps, donc ça coûte cher. Bref, c'est plus complexe. Ensuite, si je poursuis mon cycle de vie, j'ai aussi des phases de vie qui sont vraiment spécifiques à l'industrie spatiale. Donc on va avoir la phase de lancement, dans laquelle pardon, les lanceurs vont émettre dans toutes les couches de l'atmosphère. Et donc on est la seule industrie à faire ça, hein. On émet beaucoup plus haut que l'aviation, qui elle s'arrête à peu près 15 km. Nous, on émet jusqu'à la fin de l'atmosphère, jusqu'à 80-100 km. Voilà. Ensuite, on a la phase où le satellite est en orbite. Et donc là, Quentin en a parlé, on va avoir des impacts qui sont spécifiques, uniques. Donc les débris spatiaux, la pollution lumineuse. Donc là aussi, ça pose des challenges méthodologiques. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Comment est-ce qu'on les mesure? Et enfin, la dernière phase d'émission, en général, on a des étages de lanceurs qui vont rentrer dans l'atmosphère. Et pareil, les satellites, à leur fin de vie, quand ils sont en orbite basse, ils vont aussi re-rentrer dans l'atmosphère. Mais dans cette phase de rentrée, ils vont aussi brûler et émettre des particules dans les couches les plus hautes de l'atmosphère. Et donc là encore, il y a très peu de recherche qui a été faite là-dessus, très peu de données, et donc on ne sait pas vraiment comment prendre en compte ces impacts. Voilà, donc tout ça, ça nous pose deux challenges majeurs. Un sur la donnée et la méthodologie, et un autre sur l'implémentation opérationnelle au quotidien dans l'industrie. Voilà, donc ça c'était général pour l'industrie. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on fait chez MayaSpace. Mais d'abord, petite précision sur qu'est-ce que fait MayaSpace exactement. Donc MayaSpace développe un micro-lanceur réutilisable. Donc ça veut dire qu'on opère avec deux véhicules.
un véhicule où on va récupérer le premier étage, hein, il n'y a que le premier étage qui est réutilisable. Donc ce véhicule a une performance qui est un peu plus faible que l'autre, donc de l'ordre de 500 kg. Et ensuite, donc, on a le véhicule consommable qui, lui, fonctionne comme fonctionnaient traditionnellement les lanceurs, comme les lanceurs Ariane, par exemple. C'est-à-dire qu'on va rien récupérer. Et donc là, on dispose d'une performance qui est plus élevée, de l'ordre de 1,5 tonne. Donc ce lanceur est propulsé par le moteur Prometheus, qui fonctionne avec un mélange d'oxygène liquide et de méthane liquide. Et ensuite, donc ça, c'est pour la partie service de lancement. On a également une partie service en orbite. Donc là, on va notamment s'occuper de faire du nettoyage de débris. Donc on a parlé de la problématique des débris qui était de plus en plus croissante et de plus en plus grave pour l'industrie. Donc il y a un vrai enjeu à faire ça. Il y a un business qui est en train d'émerger sur le fameux debris removal. Donc ça, ce sera assuré par un étage supplémentaire qui s'appelle le Kick Stage, qu'on a dénommé Colibri, que vous voyez ici. Et donc le premier lancement est prévu pour fin 2025, avec un début d'exploitation commerciale en 2026. Donc maintenant, revenons à notre challenge pour l'éco-conception. Et d'abord, le challenge numéro 1, celui de la donnée et de la méthodologie. Donc comment est-ce que chez MySpace, on adresse ce problème? Donc d'abord, pour la donnée, eh bien, donc j'en ai parlé, il y a des bases de données qui ont été développées, spécifiques aux systèmes spatiaux. Donc pour l'instant, en réalité, il y a surtout la base de données de l'Agence spatiale européenne, qui est la plus complète. Mais en réalité, elle ne caractérise pas tous les procédés et matériaux qui sont utilisés dans les lanceurs, par exemple. Donc, elle n'est pas complète, cette base de données. Donc, pour arriver à faire notre analyse de cycle de vie, d'abord, on fait une veille scientifique pour être vraiment au fait des dernières données qui sont disponibles dans la littérature et des dernières méthodologies. Ensuite, et surtout, on va collecter le plus de données possible pour mieux connaître nos systèmes, en impliquant nos fournisseurs dans le processus. Donc pour faire ça, dès la phase de consultation, on leur dit: «Voilà, nous avons cette démarche et nous voulons collecter des données qui nous permettent de faire des analyses environnementales, donc sur les systèmes que vous développez pour nous». Donc on leur dit ça et aussi on leur fait savoir que leur capacité à nous fournir ces données et aussi les impacts, la performance environnementale de leur système, eh bien ce sera un critère environnemental, pardon, un critère de sélection, pour nous, dans le choix des fournisseurs. Donc voilà, ça permet de les inciter à nous aider dans ce processus et ça peut être aussi, donnant-donnant, hein. On peut aussi leur proposer, de fournir les résultats de l'analyse environnementale qu'on a faite sur leurs produits. Donc voilà, pour les données. Du point de vue méthodologique, on l'a vu, il y a aussi, des choses à faire, dans l'industrie aujourd'hui, dans l'industrie spatiale. Et donc plutôt que d'attendre, qu'il y ait une méthodologie qui vienne du haut, ce qui pourrait prendre plusieurs années, eh bien, chez MySpace, on a décidé d'avancer et d'être proactif dans cette démarche, en s'appuyant sur l'expertise interne qu'on a, sur, le sujet environnemental. Donc là, en l'occurrence, notre méthodologie, elle adresse 3 points principaux qui sont, pas encore, adressés par les méthodologies existantes, notamment celle de l'Agence spatiale européenne. Donc il y a d'abord, comment est-ce qu'on gère la réutilisation, dans les analyses environnementales, au sens large? Et aussi, qu'est-ce que ça donne, hein? Donc on l'a vu avec la question, d'introduction, hein, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients de la réutilisation du point de vue environnemental? Ensuite, le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une analyse réellement systémique? Donc c'est-à-dire que si je décide de changer, par exemple, le matériau de mon lanceur en un matériau qui est plus vertueux, eh bien, est-ce que réellement, si je prends en compte toutes les implications que ça a sur, l'architecture et sur la performance de mon système dans son ensemble, est-ce que réellement, j'améliore les impacts ou pas? Donc ça permet de s'assurer de ne pas, prendre de fausses décisions qui en apparence pourraient réduire les impacts environnementaux, mais qui en réalité, pourraient, les augmenter. Et donc le troisième point, donc on a vu que l'aspect, la question des lancements et de la rentrée atmosphérique, était encore, largement à explorer, même dans la recherche scientifique. On sait mal mesurer ces impacts et donc là,
pour faire avancer cela, on a initié et on va cofinancer une thèse qui nous permettra de mieux comprendre ça et de mieux comprendre nos propres impacts. Donc voilà, c'est ça pour le premier challenge. Et ensuite, nous avions le deuxième challenge qui était plutôt, comment est-ce qu'on met ça en place, de manière opérationnelle, hein? Donc, le premier point qui est très important et qui, caractérise vraiment, MySpace, je le crois, c'est qu'on a pris en compte cette dimension environnementale dès le début, dès la création de l'entreprise. Et donc ça se retrouve, ça veut dire qu'on a pris en compte ça à la fois dans le design, dans le business model et dans la culture d'entreprise. Le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis, très tôt dans les phases de design, de faire une analyse d'impact environnemental et aussi de, eh bien, prendre en ce qui concerne les grands choix structurants, de notre architecture, de notre, système de lancement, eh bien, on a pu les faire, ayant en tête, cette dimension-là et en prenant les bonnes décisions. Donc, notamment, il y a l'utilisation du méthane comme carburant, donc qui réduit drastiquement les émissions de particules. Et comme Quentin l'a dit en introduction, ce sont vraiment celles-ci qui sont les principales contributrices à l'impact climatique des lanceurs. Ensuite, le fait qu'on utilise du biométhane, donc ça va plutôt réduire l'impact de la production de ce carburant. Et ensuite, il y a la réutilisation du premier étage, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va permettre de réduire l'impact sur les ressources. Ensuite, au-delà de ces grands choix structurants, on a aussi pu identifier très tôt les leviers d'éco-conception, de réduction d'impact, les plus efficaces. Et donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, ça nous a permis, de se focaliser sur eux et plutôt que de passer, plus de temps sur des leviers moins pertinents. Ensuite, on a, aussi dans notre offre, finalement, notre offre est alignée avec cette vision de la durabilité, puisque d'abord dans les services de lancement qu'on propose, dans les missions qu'on choisit, eh bien, on va se concentrer plutôt sur l'envoi de satellites, scientifiques qui vont permettre d'observer, et de suivre le climat, ou alors plutôt des satellites de télécommunication qui vont permettre de réduire la fracture numérique. Donc dans une logique plutôt de l'industrie spatiale, au service des objectifs de développement durable. Et on s'est dit qu'on n'adresserait pas certains marchés. C'est le cas du tourisme spatial, par exemple, parce qu'il n'est pas forcément aligné avec, cette, heu, cette logique de durabilité. Et dans nos services en orbite, il y a aussi donc la logique de nettoyer, les débris. Et donc là, on a cette politique de one up, one down. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie un satellite en orbite, on va déorbiter un autre objet, un autre débit. Et donc dans cette logique d'avoir, un impact, le plus, le plus proche de zéro, voire positif sur l'environnement orbital. Alors maintenant, il y a aussi, pardon, il y avait un 2e point, merci Quentin. Je vais donc, dire que comment est-ce qu'on prend en compte la dimension environnementale heu, au milieu de nos autres critères de performance. Donc le spatial traditionnel, c'était on on maximise la performance au détriment, des coûts et du planning. La logique New Space, c'est un peu d'inverser, cette pyramide. Hein, on simplifie les fonctions et on baisse les coûts et on est plus rapide. Et là, Maya Space, donc il y a cette 4e dimension qui vient au milieu des autres critères de performance, et bien on ajoute le critère de, la performance environnementale. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire si, c'est, plus ou moins négociable que les autres critères. C'est toujours des arbitrages qui doivent être faits, mais en tout cas, on la considère, comme, un autre critère de performance sans a priori. Voilà, donc, je vais conclure, cette présentation en vous montrant, les différents leviers, d'éco-conception qui ont été identifiés et développés par MySpace. Et donc on s'aperçoit que, finalement les plus efficaces, eh bien ce sont ceux, sur lesquels on a travaillé, le plus puisque grâce à notre analyse faite très tôt, eh bien on a pu, savoir, lesquels étaient vraiment les plus efficaces et sur lesquels il fallait faire des efforts dessus. Voilà, donc on retrouve, l'utilisation de biométhane,
Donc d'abord le méthane, qui permet, je l'ai dit, de réduire les émissions de suie, donc c'est le black carbon que vous voyez, et aussi le biométhane qui permet de réduire les émissions de la production. Donc là, en fait, on va se rattacher à un projet qui est développé par le CNES en Guyane, donc avec une logique de produire localement ce biométhane, basé sur un mélange de déchets agricoles, de déchets qui viennent de produits ménagers, et une partie de culture énergétique dédiée, qui ne va bien sûr pas remplacer des cultures existantes, ni raser la forêt, bien évidemment. Sinon, ce serait pas intéressant du point de vue environnemental. Voilà, donc vous avez aussi d'autres leviers, qu'on va quand même faire avancer, mais qu'on n'a pas forcément priorisés, notamment ceux qui sont les plus à gauche. Merci Loïs. Donc en conclusion, on a pu vous présenter à la fois les raisons de pourquoi il faut agir tout de suite, implémenter de l'éco-conception rapidement dans l'industrie spatiale. Il y a un risque environnemental trop élevé, on n'a pas le temps d'attendre. Présenter les leviers et les défis associés aux 3 segments principaux de l'industrie et expliquer, grâce à Loïs, des exemples concrets de comment ces leviers-là peuvent être implémentés et notamment comment MaiaSpace le fait. Merci à tous, c'est le temps des questions. S'il y en a, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Mm. Alors, on a une bonne question de Jean-Baptiste sur quelles sont les attentes des clients en termes de performance environnementale. Renaud, je sais qu'on on peut avoir des éléments là-dessus. Loïs, tu veux commencer ou pas? Ouais. Alors, je dirais que c'est assez variable. Alors, c'est plutôt la partie business qui en lien direct, qui ressent ça le plus, donc c'est plutôt les retours que j'ai de leur part. Mais donc, ce que j'ai, c'est que c'est assez variable selon les clients. Mais je vois une tendance quand même de fond qui est que ça devient de plus en plus important. Donc, j'ai régulièrement, je dirais en moyenne une fois toutes les 2-3 semaines, une présentation que je fais à des clients ou partenaires, enfin clients potentiels ou partenaires potentiels, sur notre démarche environnementale. Et très souvent, voilà, j'ai des retours très très positifs. Et en fait, bientôt, surtout en Europe, les, les opérateurs de satellites se rendent compte qu'ils vont avoir des exigences réglementaires qui vont arriver pour faire notamment des déclarations de bilan carbone. Et ils s'aperçoivent que, eh bien, dans leur scope 3 de leur bilan carbone, donc c'est-à-dire pour simplifier, ce qui est pas directement, ce dont ils ne dépendent pas directement dans leurs opérations, eh bien, ils s'aperçoivent qu'il va avoir le lanceur. Et si on fait le bilan, le lanceur va être beaucoup plus impactant que leur satellite. Et donc, dans leur bilan carbone, le choix du lanceur va vraiment être structurant pour le score final. Et donc, ça devient un vrai argument commercial de dire, bah voilà, nous, on réduit un maximum notre empreinte. Bon, là, en l'occurrence, pour la partie réglementaire, aujourd'hui, c'est surtout centré sur l'impact climatique. Ça peut évoluer plus tard, mais en tout cas, déjà sur l'impact climatique, on sait qu'on a de plus en plus de clients qui sont intéressés par cette démarche. Et ça se ressent dans les échanges qu'on a avec eux. Ouais, peut-être pour compléter sur cette question-là, Loïs, en fait, ce qu'on observe, c'est une dynamique qui est similaire à celle qu'on peut observer dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que pour l'instant, on commande par des exigences de mesure de l'impact environnemental. Et donc, si on suit la même dynamique que les autres dynamiques qu'on observe par ailleurs, on peut se dire qu'après cette exigence de mesure, il y aura une exigence d'amélioration. On a une question de Maxime Broy sur: y a-t-il une collaboration entre les acteurs du New Space sur le sujet en France et en Europe, notamment sur la problématique des données des facteurs émissifs? Alors aujourd'hui, je dirais que la collaboration dans ce que je vois, donc déjà, elle est en partie coordonnée par l'Agence spatiale européenne, qui crée des groupes de travail sur le sujet, justement pour partager les bonnes pratiques et les données là-dessus. Euh, et là-dedans, en réalité, on voit surtout des grandes entreprises, des acteurs du New Space. Je pense que
il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des personnes dédiées, tout simplement qui l'ont inclus dans leur philosophie d'entreprise, hein. Donc d'avoir des personnes dédiées au sujet. Donc, en tout cas, c'est plutôt des acteurs du All Space, je dirais, qui travaillent dessus aujourd'hui. Et donc, voilà, coordonné par l'Agence spatiale européenne, il y a aussi d'autres initiatives qui émergent, hein. Et il y a aussi des choses des liens qui se créent de manière indépendante. Donc c'est arrivé, par exemple, que je partage une méthodologie à un partenaire industriel, donc une méthodologie développée par MySpace. Donc voilà, la collaboration peut être centralisée ou anarchique, quelque part. Organique. Organique, c'est mieux. Une autre question sur quelles sont les sources de veille scientifique pour compléter les données d'inventaire? Alors, je pense que derrière, peut-être vous pouvez préciser, donc c'est posé par Céline Brun-Buisson, vous pouvez peut-être Oui. préciser dans le chat, mais c'est à Non, quel type de référence on fait appel? j'ai compris le sens de la question. Donc, on va avoir bah, de grands types de sources. En fait, il y a la partie, tout ce qui est rentrée atmosphérique et lancement, où là, c'est plutôt des modèles climatiques donc qui sont utilisés. Et donc, on peut exploiter les sorties de ces modèles pour essayer d'évaluer nos impacts comme on peut. Et par contre, pour tout le reste du cycle de vie, donc vraiment, c'est plutôt ça, je pense, la question, c'est l'inventaire des données. Bah, on peut essayer de se baser sur les analyses de cycle de vie qui sont faites sur, donc, dans des papiers scientifiques. Donc des fois, on retrouve des facteurs d'émission qui sont très souvent approximés, hein, parce que même le milieu académique n'a pas forcément accès aux vraies données, mais on peut toujours s'inspirer des méthodes qui sont utilisées. Mmh mh. Peut-être sur ce point, Quentin, tu peux faire un partage d'expérience d'une autre industrie, peut-être pour ouvrir, ce que le point de la donnée est quand même crucial et le spatial n'est pas le seul secteur face, à ce challenge. Peut-être tu peux, si tu voulais partager, l'exemple dans le medtech? Oui, oui, bah, effectivement, alors il y a certains, secteurs, donc par exemple les biotech et tout ce qui va être biotech, medtech, où les sources de données peuvent être limitées, et où il faut arriver à faire un peu de veille, voire, pas ruser, mais construire une expertise en interne pour, se faire, sa propre idée, sa propre méthodologie, sur la question et construire des modèles qui remontent on va dire à la physique, de base de ce qui se passe, des process en jeu, pour arriver à quantifier, estimer l'impact environnemental, des process, des matières utilisées. Donc on dans d'autres secteurs qui sont très, assez peu exposés au grand public aujourd'hui, et qui sont, très high-tech, on se retrouve à avoir cette combinaison de plusieurs éléments où il faut arriver à comprendre, identifier les bases de données qui existent, qui sont accessibles un peu partout, arriver à faire de la veille, scientifique sur le sujet et construire une expertise en interne qu'on peut aller développer avec, d'autres partenaires, que ce soit des fournisseurs, des laboratoires ou, d'autres entreprises du même secteur pour, finalement arriver à rassembler tout ça. Et je pense qu'avec ça, on est bien dans le même schéma, hein, qu'on montrait, que Loïs montrait sur une slide précédente là de ce webinaire. On a les données qui viennent de ces fournisseurs, les bases de données accessibles et l'expertise qu'on construit par-dessus ça. Ensuite, voilà, la question de William: quelle pondération accordez-vous au facteur environnemental lors des phases d'appel d'offres avec vos fournisseurs? Donc voilà, quelle importance a le facteur environnemental contre d'autres critères de performance? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il y a pas réellement, de pondération, qu'on met en place aujourd'hui, parce que la réalité, qu'on a, qui je pense, pour le coup est peut-être unique, à notre cas, c'est qu'en fait chaque appel d'offres est différent. C'est-à-dire qu'on va avoir, des
Donc selon les différents critères qu'on peut avoir, que nous font remonter les fournisseurs, nous, on va avoir donc le critère de coût, le planning, les autres critères de performance. Et le choix, parfois, il va se faire sur des critères de plus la confiance qu'on a dans le fournisseur, le ressenti. Et, euh, et en fait, on n'a jamais exactement les mêmes indicateurs de performance avec l'indicateur environnemental qui nous permettrait à chaque fois d'appliquer la même méthodologie formalisée où on dit, OK, tel critère, on lui applique tant en pondération, tel critère, c'est tant, et à la fin, on agrège tout ça et on a un score et on fait notre choix. En réalité, euh, le détail des données qui est fourni pour chaque indicateur et la spécificité de chaque appel d'offres entre eux ne nous permet pas de mettre en place quelque chose d'aussi aussi formalisé qu'on pourrait répéter à chaque fois. Donc je sais que dans certaines entreprises, on internalise l'impact environnemental en allouant un coût économique. Donc typiquement, on met un coût au carbone. Et dans notre cas, je pense que c'est pas forcément intéressant de le faire. Je suis pas forcément fan de cette approche. Je pense qu'il vaut mieux garder l'indicateur à part entière, l'indicateur environnemental, et faire les choix en connaissance de cause, sans vouloir tout agréger en un seul indicateur. Ça complexifie la prise de décision, mais aujourd'hui, c'est difficile de faire autrement, voilà, de tout pondérer et tout simplifier. Et effectivement, pour avoir mené beaucoup chez Airbus, on les appelait les Tender Evaluation Board quand j'étais acheteur. Effectivement, c'était multicritères et on agrégeait des facteurs, par exemple, de risque qui n'étaient pas toujours quantifiables. Donc, c'est difficile d'avoir juste un indice unique qui serait l'agrégation de tout et qui serait un moment un peu magique et qui permettrait de trier tout. Néanmoins, on peut mettre des pondérations. Ce qu'on voit, c'est que c'est un critère qui est émergent et qui va devenir indispensable en termes de compétences, parce qu'il y a un facteur d'acceptabilité. Et dans le futur, la société n'acceptera plus une industrie spatiale polluante. Donc, ça peut impacter le futur de toute l'industrie. Nous avons une autre question d'Alix. Alex Goupil qui demande, excellente question, effectivement, les choix d'aujourd'hui seront impactants pour les 20 prochaines années. Donc, dans ce cadre-là, comment on s'assure que les objectifs d'aujourd'hui, qu'on arrive à cerner aujourd'hui, seront bien les attentes et objectifs de demain? C'est un début de réponse à ça. Il y a effectivement une notion de flexibilité de développement. C'est aussi de s'assurer aujourd'hui qu'on est aussi extensif que possible dans la mesure. D'où le message au début où on disait il ne faut pas regarder uniquement le CO2, il faut bien aller regarder tous les impacts. Intensité sur les matières premières, sur les matériaux critiques, CO2, déplétion de la couche d'ozone, etc. Et d'avoir une vue exhaustive de l'impact de l'industrie spatiale, de manière à s'assurer qu'on ne loupe rien, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, au niveau de la mesure en tout cas. Absolument. Et peut-être les deux points que je vois, c'est que souvent les sociétés projettent des ambitions assez long terme, et certaines d'entre elles sont même des targets SBTi, Science Based Target. Et donc, c'est des targets qui sont quand même assez long terme. Donc, globalement, pas mal d'entreprises savent se projeter assez loin en termes d'objectifs. L'autre point également, c'est qu'il y a quand même toujours des développements, donc même s'il n'y a pas un redéveloppement complet du lanceur, il y a quand même de nouveaux développements qui sont faits, donc qui pourront intégrer une certaine part de flexibilité. Donc, on continue à occuper les ingénieurs dans le spatial et les bureaux d'études tout au long. Donc, c'est pas juste un nouveau développement de 30 ans. Il y a quand même de l'innovation incrémentale qui sont faites sur les lanceurs, par exemple, ou les satellites. Et pour ajouter un élément de réponse là-dessus,
Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc on essaie de regarder un peu les signaux faibles qu'on peut avoir. Et notamment, juste pour donner un exemple, dans la littérature scientifique aujourd'hui, il y a des chercheurs en sciences atmosphériques qui étudient l'impact des lancements et qui commencent à dire, bah, attention, c'est possible que si l'industrie spatiale croît, eh bien, on observe l'arrivée de régulation sur les émissions de ces lancements. Et donc, justement, en écoutant un peu les Cassandres comme ces chercheurs, eh bien, on peut essayer d'anticiper ce qui se passe. Donc, les Mm. futures régulations qui pourraient arriver. Absolument, c'est vrai que c'est une épée de Damoclès un peu sur l'industrie, qui pour l'instant est en dehors des accords de Montréal sur l'exigence climatique et sur la régulation des émissions, mais globalement, au vu, par exemple, on doit diviser quand même de façon très significative les émissions. Donc on se doute que dans un futur plus ou moins lointain, rien ne va être épargné en termes d'émissions, surtout avec des émissions qui sont pas, enfin des impacts climatiques précis qui ne sont pas du tout négligeables. C'est une dernière question. Alors, j'essaie de prendre les différentes Ouais. questions là. On en a 2 pour le prix d'une. Déjà, est-ce que MySpace intègre dans son business case le risque qu'un jour le domaine du spatial rentre dans les quotas carbone? Peut-être qu'on peut dériver ça est-ce que vous avez estimé un coût interne du carbone? Bah, en fait, non, on n'a pas estimé un coût interne du carbone, mais aujourd'hui, en fait, on estime qu'on fait plus que tout le reste de l'industrie. Euh, et donc, en fait, tout ce qu'on met en place aujourd'hui euh, nous permettra, le jour où le spatial arrive dans le marché des quotas carbone, si ça arrive un jour, et ce serait tant mieux d'ailleurs, si ça arrivait, eh bien, on serait le plus près possible, puisqu'on on a pris en compte, finalement, en essayant de réduire tous nos impacts, on se prépare à des régulations fortes là-dessus. Et même des mécanismes d'incitation comme celui des quotas. OK, donc c'est pris en compte plutôt de manière qualitative aujourd'hui, mais c'est pris en compte et OK. Est-ce que derrière, on a une double question. Plutôt une question sur comment on a fixé la performance visée. Alors effectivement, ça c'est issu d'études de marché, hein, donc c'est exactement ce qui est décrit dans la question. Quid des performances des autres lanceurs? Alors, autres lanceurs green, je ne sais pas exactement comment se positionnent les autres compétiteurs aux US. Sur la partie green, en tout cas, pour bien connaître ce qui se passe dans l'industrie, je pour avoir une démarche euh, propre et qu'on s'est bien déroulé, il faut s'y prendre vraiment très tôt. Donc, en fait, chez MediaSpace, si on arrive aujourd'hui à le mettre en place d'un point de vue opérationnel, c'est parce qu'on a commencé déjà à regarder nos impacts chez ArianeWorks, donc qui était la plateforme entre le CNES et Ariane Group qui a, dont est issu MediaSpace. Donc, ça prend vraiment du temps. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de compétiteurs sérieux, au moins sur cette partie environnementale. Donc, je ne sais pas si c'est la question, mais Si, je pense que c'était ça. Il y a une autre question, on peut peut-être finir avec ça, qui est ah oui, intéressante sur sur quel Vega. est le gain, ouais, pas de la solution MySpace par rapport à d'autres solutions existantes type Vega? Alors, je vais d'abord répondre généralement, ensuite précisément. C'est difficile de faire des comparaisons aujourd'hui, malheureusement, entre les lanceurs. Bon, pour des questions méthodologiques déjà, mais ne serait-ce que pour des questions de données. Aujourd'hui, il y a une analyse de Vega qui a été faite par l'Agence spatiale européenne, mais qui n'est pas publique, donc on ne sait pas exactement combien c'est. On peut trouver des ordres de grandeur avec une expertise. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Vega est très émettrice de particules du fait du carburant qu'il utilise. C'est la propulsion solide. Et au premier ordre, c'est ça qui joue. Ce sont les émissions de particules. Donc, on sait que, voilà, sans vouloir tirer sur d'autres lanceurs, mais moins on émet de particules,
mieux on est du point de vue climatique et du point de vue ozone. Et donc là, Maya Space, avec le méthane, ça permet de réduire drastiquement les émissions de particules par rapport à une alternative solide comme Vega. Ou autre Delta. Alors Delta, de mémoire, il y a aussi des propulsions, des boosters à poudre. Je sais plus ce que c'est après. C'est du LOX-LH2, le principal. Ok, mais on comprend que en fait, et si on revient par rapport à la question qu'on posait au début d'ailleurs, il y a un lien là, fort entre ces deux questions-là, c'est que le gain, il est double, il est à la fois en termes de intensité sur les ressources utilisées, puisque là, on est sur quelque chose de réutilisable, et ensuite, quand on se compare à Vega, là, c'est plutôt au niveau de la propulsion, où on va émettre moins de particules, et donc, même sur le CO2 et la déplétion de la couche d'ozone, on est plus vertueux. Exactement. Effectivement, Donc, j'ai pas parlé de la réutilisation, du fait que le Vega soit consommable, contrairement à MySpace, qui a un lanceur avec un premier étage réutilisable et donc réduction d'impact sur les ressources également. Très bien. Je pense que c'est le moment de conclure. C'est aussi une dernière question. Écoutez, c'était un plaisir de partager les challenges de la sustainability dans le secteur spatial, donc de mieux comprendre un peu ce qui se cache derrière cette notion assez nébuleuse et de comprendre également quels sont les leviers d'amélioration et comment un acteur engagé dans l'éco-design fait pour mettre en place ces leviers d'amélioration. Euh, donc, un grand merci, Loïs, pour ta participation et ton témoignage, fortement apprécié. Et un grand merci à tous pour votre intérêt et votre engagement dans la réduction des impacts climatiques. Et effectivement, c'est un sujet important. Merci à tous. Merci à merci tous. Renaud et Loïc, Belle merci journée à à tous. vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.